En Afrique du Sud, l'étau se resserre autour du président Zuma et de ses soutiens. L'unité d'élite de la police a conduit ce mercredi matin une opération au domicile de la sulfureuse famille d'affaires Gupta à Johannesburg. Au Burundi, la police a implicitement menacé d'arrestation ceux qui font campagne pour le non au référendum constitutionnel. Il permettra au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Enfin, à Haïti, le plus célèbre marché de la capitale a été ravagé par un incendie dans la nuit de lundi à mardi. L'incendie a détruit les denrées de dizaines de marchands de Port-au-Prince plongés dans l'incertitude. À toutes et à tous, bonsoir. Voilà pour les titres de ce journal. Un plaisir de vous retrouver. Ouvrons cette édition par des nouvelles de l'Afrique du Sud. Une motion de défiance contre le président sud-africain Jacob Zuma sera débattue jeudi au Parlement s'il n'a pas remis d'ici là sa démission, comme le lui a ordonné son parti, a annoncé mercredi le Congrès national africain ANC au pouvoir. On procède avec la motion de défiance demain jeudi pour que le président Jacob Zuma soit démis de ses fonctions et que nous puissions élire l'actuel patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, au poste de président de la République, a déclaré le trésorier général du parti, Paul Machatilé, lors d'une conférence de presse au Cap. On ne peut pas attendre plus longtemps, a-t-il ajouté, en lançant au président que la balle était désormais dans son camp. Pour être adoptée, la motion de défiance doit recueillir la majorité absolue des 400 députés. L'ANC dispose de 249 sièges et puis le président a, dans un entretien télévisé, jugé injuste cette décision de l'ANC, exigeant de lui qu'il démissionne. On reste en Afrique du Sud où l'unité d'élite de la police a conduit ce mercredi matin une opération au domicile de la sulfureuse famille d'affaires Gupta à Johannesburg. Cette opération intervient dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds et de trafic d'influence à la tête de l'État. Les images. Alors que l'Afrique du Sud était suspendue aux lèvres du président Jacob Zuma, qui doit annoncer ce mercredi s'il consent ou non à démissionner, comme l'a exigé son parti, la police a perquisitionné ce mercredi matin le domicile à Johannesburg de la sulfureuse famille Gupta. Cette famille est au cœur de la plupart des scandales qui impliquent le président. L'opération a été menée dans le cadre des enquêtes sur les soupçons de trafic d'influence et de détournement de fonds publics reprochés à la fratrie d'hommes d'affaires proches du chef de l'État. Suite à la perquisition, une grosse cylindrée noire aux vitres teintées a quitté l'imposante propriété des Gupta, escortée de plusieurs véhicules de police. Sans donner de nom, la police a précisé dans un communiqué que 3 personnes ont été arrêtées et 2 autres suspects doivent se rendre à l'unité d'élite de la police. Après des semaines de vaines tractations qui ont plongé le pays dans une crise politique majeure, la direction de l'ANC s'est enfin décidée ce mardi à sommer le président Jacob Zuma de quitter ses fonctions. Si ce dernier refuse d'obtempérer, l'ANC n'aura pas d'autre choix que de déposer une motion de défiance au Parlement. Son adoption à la majorité absolue des 400 députés forcerait alors le président Jacob Zuma à partir. Par ailleurs, le groupe parlementaire de l'ANC devait se réunir ce mercredi matin pour débattre de la situation politique. Je l'annonçais en titre, au Burundi, la police a implicitement menacé d'arrestation ceux qui font campagne pour le non au référendum constitutionnel très contesté prévu en mai, lequel référendum pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Dans une vidéo postée ce mardi sur le site de la radio-télévision nationale, le porte-parole de la police lance un avertissement et une mise en garde à toute personne qui, par son action ou son verbe, tenterait d'entraver ce processus, particulièrement à la jeunesse qui est trompée par certains politiciens. Selon une source administrative et des témoins, au total, un professeur de collège et 4 lycéens et collégiens ont été arrêtés pour ce motif depuis 3 jours, un des collégiens ayant été appréhendé et menotté alors qu'il se trouvait en classe. Depuis le début de la campagne d'explication pour ce référendum, au moins 50 militants d'opposition, issus essentiellement des ex-rebelles des Forces nationales de libération, selon ce mouvement et la presse locale, ont été arrêtés sous l'accusation de promouvoir le non. Pour rappel, le 12 décembre dernier, le gouvernement a lancé une campagne d'explication autour de la réforme constitutionnelle. Mais la campagne officielle ne commencera que 2 semaines avant le référendum,
et personne n'est encore autorisé à défendre ouvertement le oui ou le non. Estimant que les ministres et responsables du parti au pouvoir n'hésitent pas à faire campagne pour le oui, l'opposition dénonce un deux poids, deux mesures flagrants. Au Nigeria, ces derniers mois, les éleveurs et leurs troupeaux ont tous ou presque déserté l'État de Benue. Ils ont été chassés par une guerre pour l'accès aux ressources et une récente loi interdisant la transhumance, pratique séculaire pourtant nécessaire à la survie du bétail. Dans l'État de Benue, surnommé le grenier alimentaire de la nation, la crise entre agriculteurs et éleveurs prend un tour ethnique et religieux. Et ce, alors que de plus en plus de Tives affichent ouvertement leur haine à l'égard des Peuls, accusés de lancer des raids armés depuis les États voisins et de piller les récoltes. La région est devenue le théâtre d'affrontements quasi quotidiens entre les agriculteurs sédentaires, chrétiens de l'ethnie Tive et les éleveurs majoritairement Peuls et musulmans. Selon l'agence locale de gestion des urgences, depuis début janvier, plus de 100 personnes ont été tuées et près de 100 000 autres ont dû fuir leur foyer. Depuis son entrée en vigueur au mois de novembre, la loi controversée interdisant le pâturage libre est au centre d'un bras de fer entre les autorités et les puissants syndicats d'éleveurs qui continuent de revendiquer une vie nomade et exigent son retrait pour permettre le retour des troupeaux à Benue. De sources policières, l'on apprend ce mardi qu'un policier a été tué et mutilé dans l'état de Benue. Face à cette situation, l'administration du président Muhammadu Buhari est très critiquée pour sa passivité face à la multiplication des violences contre les agriculteurs majoritairement chrétiens. Mais lors d'une rare déclaration sur le sujet, le chef de l'État a affirmé ce mardi que son gouvernement travaillait jour et nuit pour assurer le retour de la paix et de la stabilité. Pendant ce temps, près de 500 hommes vivent dans des logements de fortune à Agadez, dans le nord du Niger. Ils sont plus de 1200 réfugiés originaires du Soudan à s'y entasser après avoir fui la Libye. L'espoir de rejoindre l'Europe s'est envolé pour la plupart d'entre eux en tombant dans les pièges des passeurs. Quelques-uns expriment la peine qui leur a fait fuir le Darfour et la Libye. Même une femme enceinte, il la tue. Une fois morte, ils ne la laissent pas tranquille. Ils lui déchirent le ventre. Ils prennent l'enfant qui est à l'intérieur. Ils le jettent contre un arbre. Nous, on entend le monde parler des droits de l'homme. Pour nous, on n'a pas de droits de l'homme. Il n'existe pas pour les gens du Darfour. On a entendu dire qu'il y a des organismes internationaux qui ont ouvert. On a pu venir. La situation maintenant est insupportable. C'est pas humain. Ce qu'on peut faire pour le moment, c'est pas grand-chose. Et on a déjà expliqué ça très bien aux Soudanais, surtout aux Soudanais. Donc pour le moment, on ne peut prendre que le minimum et en fait leur donner le minimum en attendant que la situation soit clarifiée. Une vingtaine de migrants au moins ont été tués et une centaine d'autres blessés dans l'accident d'un camion qui les transportait près de Bani Walid, à 170 km au sud-est de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué le directeur de l'hôpital de la ville. Plus de 300 migrants, la plupart de nationalité érythréenne et somalienne, se trouvaient à bord lorsque le véhicule s'est renversé en matinée à 60 km de Bani Walid. Le directeur de l'hôpital, Salah Al-Mabrouk, a indiqué qu'au moins 19 migrants avaient été tués dans l'accident, dont des femmes et un enfant. Au total, au moins 124 migrants ont par ailleurs été blessés et 78 blessés étaient toujours hospitalisés à la mi-journée. A-t-il ajouté, Bani Walid est un point de transit des migrants venant du Sahara vers les côtes libyennes, d'où s'effectuent les départs clandestins en Méditerranée vers l'Europe. En visite au Sénégal, le ministre espagnol de l'Intérieur et son homologue sénégalais ont discuté de collaboration en termes de lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et l'immigration illégale. Ils ont aussi abordé les récents événements en Casamance, dans le sud du pays, lors desquels des touristes espagnols ont affirmé avoir été attaqués et violés. On les suit. Nous avons également développé tout ce qu'implique la lutte contre le terrorisme djihadiste, ce que j'ai certainement félicité, car
Ces dernières années, il n'y a pas eu d'attentats terroristes connus au Sénégal. Et tout cela implique aussi la lutte contre l'organisation et la mafia de la traite des êtres humains et du crime organisé. Le projet Garci Sahel, dirigé par la Garde civile en Espagne, s'applique non seulement aux 5 pays sahéliens, mais bénéficie également directement au Sénégal. Et aussi le projet Blue Sahel, qui doit garantir une formation au niveau de la défense de la frontière entre les pays africains et l'océan Atlantique. Sur l'agression de touristes espagnols en Casamance, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis le premier instant. Je suis en contact avec l'ambassade d'Espagne et le ministre m'a dit que l'enquête suit son cours et sera bientôt terminée. À Haïti, le plus célèbre marché de la capitale a été ravagé par un incendie dans la nuit de lundi à mardi. L'incendie a détruit les denrées de dizaines de marchandes de Port-au-Prince, plongées aujourd'hui dans l'incertitude à cause de l'absence de système d'assurance. Reportage. À la mi-journée ce mardi, pompiers professionnels et simples citoyens travaillaient encore à l'extinction de l'incendie qui a totalement consumé l'une des 2 halls du marché en fer. Regroupés sur la cour du marché, les commerçantes qui ont tout perdu s'inquiétaient pour leur avenir. Pour les femmes qui travaillent sans aucune assurance et qui, pour la grande majorité, n'ont pas de compte bancaire sur lequel placer de l'épargne, l'incendie signe la perte de leur maigre fortune. Construit à la fin du 19e siècle, le marché en fer avait été une première fois ravagé par un incendie en 2008. Détruit par le séisme en 2010, sa reconstruction avait été financée par la compagnie de télécommunications Digicel, sous la supervision de l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, organisme haïtien de protection des bâtiments historiques. L'investissement de 18 millions de dollars avait permis la reconstruction à l'identique du monument historique en moins d'1 an. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous rester fidèles.